qu'on prenne de manière très sérieuse entre les différentes confédérations afin d'initier une approche, afin d'initier un dialogue qui permettrait de construire des choses concrètes entre nous pour enfin catalyser les échanges entre les différents acteurs économiques du Maghreb de manière très, très concrète et très terre à terre. Le deuxième objectif, c'est d'essayer d'y aller par une approche sectorielle pour rapidement déployer un réseautage B2B en vue de la création d'événements, de workshops, de choses comme ça. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Le plus important, c'est vraiment d'initier ce dialogue et de commencer le plus rapidement possible à aller d'une manière ciblée et précise vers des actions qui vont donner lieu sur le terrain à des projets, des workshops, des choses comme ça qu'on pourra concrétiser rapidement. Donc, sans plus tarder, je vais passer d'abord la parole à M. Nabil Adel, tout en le remerciant de mettre à disposition l'ESCA avec ses moyens, ses réseaux, ses locaux aussi généreusement. Donc, M. Adil, à vous la parole. Beaucoup. À mon tour, à moi de vous remercier, Moulay Hicham, et nos amis de l'ISEM d'avoir bien voulu organiser cette rencontre au sein des locaux de l'ESCA. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Je pense que c'est notre deuxième manifestation ensemble et on espère continuer dans cette lancée. Alors rapidement, l'ESCA organise, grâce à son groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie, des manifestations qui ont pour but d'abord de diffuser la culture de la géopolitique au sein des étudiants en école de commerce et plus largement au sein des étudiants dans les universités marocaines et bientôt maghrébines. Et l'idée de ce genre de rencontre, c'est d'abord de créer un espace d'échange et de débat et pouvoir ouvrir nos étudiants sur de nouveaux horizons qui vont les attendre au lendemain de leur diplôme. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Il y a une parole que Hafid Boutaleb n'a cesse de répéter. Si on veut construire le Maghreb, il faut le construire par le bas et pas par le haut. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Il faut qu'on apprenne à communiquer entre nous. L'Europe s'est construite d'abord par une communauté d'affaires. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement pour le Maghreb. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes toujours chez vous pour les futurs événements. J'espère qu'on aura l'occasion de publier des choses ensemble. Ça fait partie de la vocation du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie, c'est de publier des papiers. J'espère qu'on pourra, avec nos amis de l'ICEM, publier des papiers sur l'intégration maghrébine, notamment dans son volet économique. Encore une fois, vous êtes les bienvenus et bon courage pour le reste des travaux. Merci, Sir Adil. Donc, là, avant de passer la parole à notre chère modératrice, Madame Amel Blaïd, je tenais juste puisque vous avez parlé de l'approche bottom-up, construire par le bas, je pense qu'on est tous alignés là-dessus et j'espère vraiment qu'on fera du bon travail en dialoguant déjà entre nous, en nous comprenant, en essayant de nous comprendre et en essayant d'établir un dialogue génératif d'idées et d'actions très, très concrètes. Et l'ISEM est complètement aligné là-dessus. Et nous avons dans notre approche cette volonté aussi d'intégrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que pour développer le Maghreb, il faut développer d'abord l'humain. Et chacun de nous a un réseau dans son territoire, dans sa région, dans son pays. Et l'idéal serait peut-être, on essaie de mettre en contact les confédérations, les patronats, mais aussi il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait un maximum de vaisseaux sanguins qui circulent à travers ce tissu maghrébin, il faut réseauter au maximum. Et notre rôle, c'est d'être justement cette plateforme de mise en relation. Nous sommes 3 cœurs battants, chacun dans son pays. Et je pense qu'avec l'appui de la CGEM, avec l'appui du CAIR et du Maghreb Economic Forum, des
des structures comme ICM ou comme We Speak Citizen ou comme plein d'autres associations, plein d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent être acteurs de cette transformation qui est en train de prendre place. Donc, je passe la parole à Mme Amel Blade. Je la présente même si je pense que tout le monde la connaît. Mme Amel Blade, c'est la vice-présidente du CARE, mais c'est aussi une consultante dans le monde du Oil and Gas Consultant pour Apotheox, n'est-ce pas, Mme Amel? Et donc, qui a beaucoup de choses aussi à dire en plus d'être modératrice de cette réunion. Et je vous passe la parole, Mme Amel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, j'en profite aussi pour dire bonjour à nos panélistes et de saluer donc les participants qui sont en train de nous suivre à travers leurs écrans. Comme ça a été en fait longuement expliqué, donc nous sommes en train d'essayer d'asseoir et de ritualiser cette plateforme de dialogue intermaghrébine. L'initiative, nous l'avions lancée grâce au concours de l'ICEM et du MEF avec CARE. Donc nous sommes 3 think tanks qui agissons dans nos pays respectifs, donc en Tunisie pour le MEF, au Maroc pour l'ICEM et en Algérie pour CARE, mais avec donc des ramifications et des contacts à travers aussi donc des membres qui se trouvent également dans divers pays dans le monde, donc qui font partie de la diaspora. La diaspora qui a également un rôle très très important à jouer dans cette dynamique-là. Une diaspora qui est active, qui a des idées, qui tient à participer et qui de diverses manières, je devrais-je dire, est en train d'essayer donc à travers des actions diverses dans des réseaux et dans des associations patronales, donc d'apporter donc leur pierre à l'édifice. Alors aujourd'hui donc est le deuxième rendez-vous donc de ce rendez-vous des entrepreneurs du Maghreb. Nous avions lancé donc la première édition dans le contexte de la crise post-Covid, en nous disant que c'était peut-être un contexte qui était quand même inédit, très particulier. Un contexte qui a été très très sévère pour les économies à travers le monde, mais qui peut-être pourrait remettre sur la table donc un sujet aussi important que celle de l'intégration régionale du Maghreb, et d'autant plus que voilà, l'intégration dans la zone plus large, donc de la zone de libre-échange africaine, est sur les agendas. Ce qui est en train de se passer est que nous sommes justement en train d'essayer d'apporter une réponse de terrain qui est donc différente. Donc, on essaie de se détacher un petit peu de ce qui se passe sur le volet politique, donc qui est plus complexe. Mais comme sur le terrain, il y a une volonté de faire les choses différemment, d'une part. Il y a aussi donc une obligation pour chacun et pour tous les acteurs économiques donc de se réinventer dans ce contexte de crise, de trouver un moyen d'être plus résilient, donc d'innover, et aussi de tenter de se déployer donc en dehors de son marché et en dehors de sa zone de confort. Alors aujourd'hui, donc, on en a parlé la dernière fois. Donc, le premier volet a concerné donc, la mise en relation et la mise en contact des principaux patronats qui agissent en Algérie, au Maroc et en Tunisie, pour déjà, dans un premier temps, donc, refaire, si l'on veut, donc, l'état des lieux qui est bien connu, à travers la région sur donc, le coût du non-Maghreb, mais aussi des opportunités qu'offrirait donc une vision maghrébine. Donc ça d'une part. Nous étions aussi sortis avec quelques pistes de travail, quelques pistes de coopération. Nous avions longuement discuté donc tout ce qui avait trait à lisser, à titre d'exemple, donc les aspects donc réglementaires pour pouvoir œuvrer collectivement. Nous avions donc évoqué donc les obstacles principaux qui gênaient les acteurs économiques, qui tentaient tout de même donc d'exporter leurs services et de s'exporter dans les pays maghrébins. Donc, on a parlé donc des difficultés rencontrées quant à voilà, donc les incohérences donc des barrières douanières. On avait également longuement évoqué donc les problèmes de mobilité. Nous avions également abordé donc les problèmes et les opportunités liées à la logistique. Et aujourd'hui, donc nous nous étions promis donc d'aller
un petit peu plus dans le détail pour aborder donc les questions sectorielles. La dernière fois, nous avions juste effleuré les quelques secteurs d'opportunité en citant à titre d'exemple le secteur de l'agriculture, l'agrobusiness, la santé, le médicament, le tourisme éventuellement. Et aujourd'hui, donc, nous allons regarder cela d'un petit peu plus près et voir ce qui a été fait depuis la dernière fois. Alors, pour le premier panel donc, qui concerne les patronats, donc, j'ai le plaisir d'accueillir sans parti pris dans un ordre alphabétique M. Adel Bensassi, qui est président du Conseil national de concertation pour le développement de la PME, mais également donc vice-président chargé des relations nationales et internationales de la Confédération des industries et producteurs algériens. Donc, le patronat s'appelle SIPA, pour faire court. Pour la Tunisie, nous accueillons M. Zied Djawati, vice-président de la Chambre syndicale nationale des sociétés de commerce international, donc de l'UTICA. Bonjour, M. Djawati. Bonjour à tous. Et nous avons le plaisir donc de revoir M. Abdou Diop, président de la Commission Afrique et Sud-Sud de la Confédération générale des entreprises du Maroc, donc la CGEM, et également managing partner de Mazars Audit et Conseil. Bonjour, M. Abdou. Bonjour Amal, bonjour à mes chers collègues Zied et Adel et à tous ceux qui sont là aujourd'hui en train de nous suivre. Alors, dans le sillage donc, des discussions, de la discussion qui avait été initiée donc, précédemment, donc le trimestre dernier, où on avait parlé un petit peu de la réaction des différents patronats, des relations qu'elles avaient pu établir avec leurs gouvernements respectifs. Est-ce que l'on s'attendait à un prolongement de la crise et quels ont été leurs impacts? Je vais commencer par M. Abdou Diop. Merci Amal. Je pense que la situation de la crise a surpris plus d'un, ne serait-ce que dans un premier temps dans sa durée, mais également par ce mécanisme de la deuxième vague et peut-être de la troisième. Donc en fait, oui, la situation est bien particulière. Tout le monde pensait que par magie, le 1er janvier, le virus allait disparaître, mais on se rend compte que non seulement il n'a pas disparu, mais on est encore dans des interrogations. Et ça nous a poussé, bien sûr, à se rapprocher des pouvoirs publics pour essayer de voir comment, d'une part, prolonger les mesures, d'autre part, apporter des réponses à des secteurs qui sont devenus plus vulnérables, dans un contexte quand même où il se trouve malheureusement que nos États ont plusieurs préoccupations. Il y a la préoccupation, ne l'oublions pas, du financement de la vaccination, qui quand même est assez coûteux et qui est difficile à combiner avec un prolongement plus long des mesures de soutien. Donc, on est face à un dilemme où on se dit qu'il ne reste pas grand-chose pour tenir, pour trouver le bout du tunnel. Donc, ce n'est peut-être pas le moment de relâcher la garde. Mais d'un autre côté, nos États n'ont pas toujours les moyens de continuer à soutenir l'économie. Donc, c'est un dilemme un peu compliqué et ce qui explique, je pense, le tâtonnement malgré les échanges et l'implication que nous pouvons avoir les uns et les autres dans nos comités de veille économique ou dans les comités de concertation, parce qu'effectivement, la situation a duré plus que prévu, parce qu'aussi, il y a beaucoup d'incertitudes et on se retrouve avec des incertitudes supplémentaires. On nous parle de nouveaux confinements en Europe, on nous parle de problématiques de certains vaccins, d'efficacité de certains vaccins. Donc, on est encore dans un flou. Et là, on est à quelques semaines du mois de Ramadan. On ne sait pas comment ce mois va se passer. Est-ce que ça va être dans la joie et l'allégresse ou ça va être dans le cadre d'un couvre-feu renforcé? Donc, on est encore dans cette situation d'incertitude qui fait que malheureusement, personne n'a la boule de cristal pour pouvoir trouver la bonne solution. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que nos confédérations sont obligées d'essayer de gérer au mieux la situation pour s'en sortir avec le moins de dégâts, en tout cas pour nos membres. Et ce n'est pas un exercice simple. Effectivement. Monsieur Djawadi Zied, pour la Tunisie.
Oui, en fait, je rejoins ce que dit M. Diop. Nous sommes pratiquement dans la même situation. Ça veut dire qu'on s'attendait à une reprise après la fin de la première vague. Donc, malheureusement, la situation s'est encore aggravée. Les mesures donc, qui ont été prises par le gouvernement n'ont pas donné vraiment de résultats pour maintenir un flot, surtout les PME, qui ont été les plus touchés par l'impact de la crise Covid. Donc, il y a eu d'autres mesures qui ont été mises en place pour essayer de maintenir surtout les emplois, principalement. Des mesures aussi pour le refinancement des entreprises, notamment les entreprises exportatrices. Nous avons pratiquement doublé le montant des subventions allouées aux exportations pour essayer de reprendre, redresser la barre du vaisseau export. Donc ça, c'était vraiment la principale demande du patronat tunisien. Et là, nous sommes actuellement encore dans le flou, mais la situation, je dirais, économique est en train de s'améliorer du fait que, comme vous savez, la Tunisie, depuis 2020, a intégré donc, la zone de libre-échange de l'Afrique de l'Est, donc la COMESA, et n'a pas vraiment pu profiter de cet accord, vu que c'était pendant une période de pandémie. Mais nous reprenons un peu les exportations vers cette zone-là. De plus, il y a un deuxième élément qui est arrivé pour essayer de sauver un peu l'économie tunisienne, qui est la reprise. Donc, la situation s'est stabilisée en Libye, qui est principalement un des gros partenaires économiques de la Tunisie. Et donc, la Tunisie est en train de se focaliser actuellement. Tous les opérateurs économiques sont en train de se focaliser sur le marché libyen, qui est un très grand marché avec la stabilité du nouveau gouvernement qui a été établi il y a plus qu'une semaine. Donc, c'est un signal fort pour les opérateurs tunisiens. Donc, voilà un peu la situation. Certes, il y a eu une perte de plus de 100 000 emplois, mais je dirais qu'au total, sur l'année 2020, nous avons perdu à peu près 12% de nos exportations et 18% de nos importations. Donc, la balance commerciale s'est améliorée. Mais principalement, le problème de refinancement revient toujours comme clé de voûte je dirais, de la réussite d'une PME. Voilà un peu la situation en Tunisie. Merci, Monsieur Joël. Monsieur Bensassi, qu'en est-il? Oui. De relance, les concertations? Les concertations. Oui, on est en pleine concertation. Ça fait des années qu'on est dans la concertation. On est très impatients. Vous connaissez notre côté algéro-maghrébin. On veut tout de suite. Et alors, du coup, on se retrouve avec une vaccination qui prend du temps. Effectivement, que nous avons cette chance d'avoir un système social qui permet de prendre en charge, puisqu'il y a la gratuité des soins et donc la gratuité de la vaccination qui est prise en charge par l'État. Malheureusement, c'est des opérations qui prennent énormément de temps, puisqu'il s'agit de faire des vaccinations massives. Et donc, bon an, mal an, on utilise beaucoup les plateformes numériques justement pour essayer de juguler un peu tout ça et de passer en priorité, bien sûr, les personnes les plus vulnérables, dirons-nous. Maintenant, s'agissant de la situation économique, on n'y échappe pas et on se retrouve, le ministre du Travail en a parlé il y a quelques jours, avec 50 000 demandeurs d'emploi en plus sur le marché. Vous savez très bien l'enjeu de l'emploi dans nos pays et partout ailleurs dans le monde. L'emploi, avant tout, est un intégrateur social. C'est-à-dire l'enjeu de l'emploi, il est facteur d'intégration, que ce soit au niveau social ou même, je dirais, même local. On a essayé d'entamer une démarche justement là-dessus pour essayer de faire une tournée des régions pour voir quels sont les avantages comparatifs de chaque région pour essayer d'implanter ou de réimplanter un peu les gens, que ce soit pour le rural ou même pour la petite industrie ou l'industrie manufacturière.
Il y a eu des propositions, effectivement, qui ont été faites et c'est vrai qu'il y a de la concertation. On est reçu par les différents ministres, les différents patronats sont en contact avec le gouvernement. Il y a des propositions qui sont faites, mais maintenant, il faut dire qu'au vu de la pression qui est due bien sûr à la situation Covid, mais aussi surtout à la situation économique, à une précarité malheureusement qui grignote un peu notre société, les gens sont impatients. Il y a une réelle impatience, il y a une attente, des fois les gens sont dépités. Malheureusement, le temps administratif n'est pas le temps économique et mettre en place des mesures de relance, ça prend du temps, même si on est dans l'urgence. Donc, de ce fait, bien sûr que bon, on est en train d'essayer d'avancer, mais le temps nous est compté. Par contre, il y a certains pans de l'économie algérienne qui restent encore très demandeurs et sur lesquels nous sommes en train d'essayer de focaliser les capacités de production pour essayer de travailler un peu sur nos marchés internes. D'accord, on est en train de relancer notamment cette transsaharienne pour essayer d'en faire une autoroute intelligente, pour essayer d'intégrer, si vous voulez, les industries du ciment au lieu d'importer du bitume pour lequel nous ne produisons rien, alors que nous disposons de beaucoup d'industries minières et donc la possibilité d'utiliser le béton et non pas le ciment. Nous sommes en train d'essayer, on a vu beaucoup aussi la résilience dans les 3 pays de l'agriculture, et ça c'est très important, ce qui nous a permis quand même de ne manquer pratiquement de rien, ce qui est produit maraîcher et produits agroalimentaires de base. Ça, je pense que c'est commun à nos 3 pays. Et puis, après, il y a des spécificités localement. On a parlé du secteur de l'énergie et des hydrocarbures, qui est chez nous très demandeur, que ce soit en biens d'équipement, pièces de rechange et services, pour lesquels on est en train de concentrer les capacités, voire les surcapacités de production vers ces industries-là. Et bien sûr, en parallèle, il y a eu ces signatures, comme disait M. Jawadi, bon, l'ASLECAF, tous les accords d'association qui, malheureusement, n'ont pas, pour le moment, au travers de cette crise qu'on vit, n'ont pas tenu encore leurs promesses. Par contre, je suis d'accord, et c'est d'ailleurs un pays, on est très content qu'il y ait une stabilité au niveau de la Libye, parce que ça touche aussi bien la Tunisie que l'Algérie directement, puisqu'on a été vraiment déstabilisé par cette crise. Et on est heureux de voir que nos frères voient le bout du tunnel, et c'est potentiellement un marché très important et il y a beaucoup de profondeur. Voilà un peu, pour ne pas tarder trop, un tableau général de la situation chez nous. Merci, M. Adel Bensassi. Ben justement, en fait, après avoir évoqué quelques secteurs qui pourraient éventuellement trouver quelques opportunités dans leur marché domestique, néanmoins, il y a eu quand même une situation où il y a eu quelques secteurs bien sinistrés, notamment donc, le secteur du tourisme. Si je parle de la Tunisie, du Maroc, le secteur des services en Algérie, le tourisme aussi, à son échelle. Est-ce que, face à ces secteurs-là sinistrés, est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs Est-ce qu'on m'a entendu, Adel Bensassi? Non? On t'a perdu un peu. On t'a perdu à un moment. Oui, on t'a perdu à un moment. À partir de quand? À partir du début de la phrase. Quand tu as parlé des secteurs sinistrés. Oui, je reprends. En fait, justement, donc, je faisais la transition à partir de ce que M. Adel Bensassi disait, donc sur quelques secteurs d'opportunités malgré la crise, mais des opportunités dans des marchés domestiques. Ma question donc était relative aux secteurs les plus sinistrés dans la région, et notamment donc le secteur du tourisme en Tunisie et au Maroc, et même en Algérie donc à son échelle, et le secteur des services également. Est-ce que l'on peut donc parler de quelques secteurs qui pourraient éventuellement se voir projetés dans un commerce intra-maghrébin aujourd'hui? Et si c'est le cas, quel serait-il? Je commence par le TICA cette fois-ci. Qui commence? Le TICA.
Tunisie. Alors, je pense que par rapport aux secteurs qui peuvent avoir un intérêt ou bien avoir un potentiel dans les trois pays du Maghreb, je crois que de plus en plus, nous avons compris que la logistique peut être un levier de croissance très important pour les trois pays. La position stratégique de l'Algérie, la position du Maroc avec les ports de transbordement, la position de la Tunisie vis-à-vis de la Libye, ce sont trois pays qui vraiment ont un atout, je dirais, complémentaire. Chaque pays présente un avantage dans des secteurs qui sont en majorité complémentaires, d'accord? Mais la logistique, je pense que c'est un secteur qui peut réunir, qui peut être une locomotive pour vraiment, je dirais, bâtir une relation de partenariat entre les trois pays. Principalement, c'est ce point qui revient toujours, je pense, par rapport à nos trois pays. Par rapport au TIC, nous avons, je pense que le secteur n'a pas été vraiment touché, tout ce qui est développement de logiciels, tout ce qui est, je pense qu'il n'a pas été vraiment impacté directement, tout ce qui est centre d'appel, donc tout ce secteur-là, donc toute cette activité-là a été soutenue. C'est vrai que l'activité du secteur du tourisme a été impactée directement. Nous avons essayé, pendant la première vague du Covid, nous avons essayé avec le gouvernement d'assister ces hôtels, donc et des agences de voyage et des compagnies aériennes qui ont été frappées de plein fouet. Mais je pense que avec du recul, il était impératif que ce secteur-là se repositionne. Quand je dis se repositionne, c'est-à-dire que soit les compagnies aériennes se redéploient dans le fret plus que dans le transport de passagers. C'est ce qui s'est passé donc à l'international. Nous, comme nous avons trois compagnies, dont une nationale, donc ça prend un peu de temps, mais ça, c'est l'orientation principale. Donc là, on revient au premier sujet qui est la logistique. Deuxième point, le tourisme, finalement, si on se positionne vers le tourisme local, l'année dernière, donc la période estivale, la majorité des hôtels ont été occupés par des touristes tunisiens. D'accord? Et donc, je dirais qu'un repositionnement suite à cette crise dans le secteur du tourisme est très important. Peut-être la situation de confort dans laquelle se positionnait ce secteur-là depuis des dizaines d'années ne permettait pas d'avoir une opportunité pour chercher d'autres créneaux. Mais la situation de crise a été, suite au Covid, a été comme un coup de fouet, je dirais, ou un coup d'accélérateur pour vraiment soit repositionner ce secteur-là, soit digitaliser ce secteur-là. Donc, je dirais que la crise du Covid nous a permis, nous a un peu beaucoup secoué pour vraiment revoir nos fondamentaux dans le secteur du tourisme principalement. Voilà. Monsieur Abdou Diop, est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs qui pourraient éventuellement aider à relancer un petit peu l'économie dans cette phase, j'ai même pas envie de dire post-Covid, mais en post-vague 1? Oui, je pense que, en tout cas dans la zone du Maghreb, il est essentiel que justement, aujourd'hui on le voit, qu'on puisse avoir des secteurs qui soient porteurs de relance à une dimension régionale, parce que quand on voit des pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment le commerce intra-régional qui porte aujourd'hui la résilience à la crise. Et aujourd'hui, Ziad l'a bien dit, il y a beaucoup de complémentarité dans différents secteurs.
que ce soit le secteur agricole ou agro-industriel, c'est un premier secteur où il y a de la complémentarité dans le Maghreb. Et il faut qu'on joue sur cette complémentarité pour que le marché naturel maghrébin puisse se construire post-crise. La crise a aussi démontré que sur le plan de la pharma, de la santé et de l'hygiène, il y a un potentiel extrêmement important. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur le post-vaccination, post-première vague de vaccination, où il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, qu'on produise des vaccins dans nos pays. Et cette production de vaccins ne peut pas se faire à une dimension individuelle. Il faut qu'il y ait des coalitions régionales pour aller dans cette production de vaccins. Et ça, je pense qu'au niveau du Maghreb, où on a des industries pharmaceutiques qui sont quand même assez en avance par rapport au reste du continent, avec l'Égypte, bien sûr, on a cette responsabilité, que je dirais, d'être les acteurs de l'internalisation du vaccin sur le continent africain. Et je pense que sur ce plan-là, il y a du travail à faire. Dans le domaine du tourisme, tout de suite, Ziad a parlé du tourisme. Je me suis rendu compte en allant en Afrique de l'Ouest ces dernières semaines que les hôtels en Afrique de l'Ouest ont fonctionné à des taux de régime autour de 60-70% en pleine période de pandémie. Et quand je me suis interrogé sur la clientèle, c'était de la clientèle régionale. C'est-à-dire que bon, vous avez des Sénégalais qui sont partis passer des vacances en Côte d'Ivoire, des Mauritaniens qui sont venus passer des vacances au Sénégal, etc. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on travaille sur ce tourisme intra-maghrébin, parce que tous ces acteurs qui allaient passer des vacances en Espagne, aujourd'hui, les Marocains peuvent aller passer des vacances en Tunisie, les Algériens peuvent venir au Maroc, ou des Libyens ou des Mauritaniens peuvent venir passer des vacances dans d'autres pays du nord du Maghreb. Donc il y a effectivement des secteurs qui sont clairement des secteurs qui doivent être porteurs. L'ingénierie aussi, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de projets qui se développent en infrastructure, et les pays du nord du Maghreb ont une ingénierie qui est assez performante. Et là, il faut aussi qu'on puisse pouvoir travailler ensemble pour pouvoir s'en sortir. Et un dernier secteur que je vais citer et qui est aussi extrêmement important, c'est le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, que ce soit sur la partie énergie verte, que ce soit l'éolien, le solaire, ou même l'hydrogène qui aujourd'hui est en train d'être porté, ou que ce soit aussi les énergies fossiles, pétrole, gaz, etc. Il y a de la vraie coopération possible dans ce post-crise pour que ce soit des leviers de développement et de relance de l'économie maghrébine post-crise. Donc effectivement, il y a des secteurs extrêmement intéressants, mais encore une fois, il faut qu'on ait vraiment cette vision de s'unir pour la relance. Et c'est là où peut-être il y a du travail à faire, parce qu'effectivement, bon, sinon ça reste du potentiel et ça va continuer à rester du potentiel. Absolument. À un moment donné, il va falloir le convertir en valeur. Dans ce sillage, M. Bensassi, justement, je crois que c'est une transition pour vous. Il est question en ce moment donc, de relancer un petit peu le secteur des services. En Algérie, donc, je crois qu'entendre le secteur de la sous-traitance veut se réorganiser. Des confédérations, une fédération sur les énergies renouvelables est en train également de se réorganiser. Est-ce que donc, des plateformes pareilles peuvent accélérer justement l'arrimage à une dynamique régionale? Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du secteur des services dans ce sillage? Et est-ce que aussi, dans le cadre des discussions qui sont en train d'avoir lieu en ce moment, cette vision maghrébine est en train d'être insufflée? Bon, écoutez, on ne va pas se leurrer. La situation est au point mort. Vous savez très bien que bon, on est en train de parler de l'avenir et non pas de l'avenir. En tout cas, je ne sais pas s'il sera proche ou lointain, mais en tous les cas, c'est l'avenir. Il est très intéressant pour moi d'écouter les expériences de nos amis tunisiens et marocains, parce que le marché est complètement différent, notamment en ce qui concerne le secteur du tourisme. Vu que l'Algérie est beaucoup plus… c'est asymétrique, hein, c'est-à-dire que l'Algérie est beaucoup plus pourvoyeuse de tourisme qu'elle n'en reçoit.
effectivement que nous avons la diaspora qui vient régulièrement pendant les périodes de congé. Mais en fait, le secteur du tourisme ici a beaucoup été soutenu par exemple, par notre propre marché, du fait de la fermeture des frontières, parce que les gens ont été chercher par la force des choses d'un produit local. Hein, on n'avait pas le choix et ça a permis un petit peu de faire bouger les choses. Quoique, on a souffert l'été dernier de la fermeture des plages, bien sûr. C'était une obligation vu la situation sanitaire et l'augmentation des victimes de cette pandémie. Mais quand même, on va dire qu'à toute chose, malheur est bon et peut-être que quelque part, ça aura permis au marché interne de rester en tout cas en activité. Maintenant, vu la situation, fermeture des frontières de tous les pays, c'est vrai que en Afrique de l'Ouest, peut-être qu'il y a la possibilité de se déplacer. Pour nous, c'est un petit peu plus difficile, surtout actuellement. Donc, à part l'industrie des services, ou je dirais même aller vers les startups, tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouvelles technologies, c'est sur ça, à mon avis, qu'il faudrait peut-être travailler actuellement. C'est-à-dire que là, on ne connaît pas les frontières, on n'a pas besoin on peut travailler à distance, on peut créer, on peut développer tout ce qui est logiciel, tout ce qui est software, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est solutions innovantes. Et là, c'est vraiment transversal. On est vraiment sur le village monde, quoi, hein, tout simplement. Vous avez vu que, par exemple, l'Inde est un formidable pourvoyeur de services dans ce domaine-là. On parle de l'exportation de 2,5 milliards, je crois, de dollars par an de services liés à tout ce qui est logiciel, ce qui est énorme. Et on a vu aussi le développement, par exemple, des voyages en ligne. Alors, ça peut paraître un peu... c'est nouveau pour nous, hein. Nous, on a l'habitude de faire le voyage physique, de se déplacer. Il y a notamment une start-up, hein, qui propose des voyages en ligne sur les 3 pays du Maghreb, aller à la découverte des différentes villes historiques, par exemple Fès, Constantine, Tunis, avec tout le package culturel, c'est-à-dire découvrir la musique, découvrir la cuisine traditionnelle, découvrir les us et coutumes de la ville au travers un guide qui va vous montrer comment on vit, comment on vivait, etc. Ça, c'est des produits complètement nouveaux et je pense, à mon avis, en tout cas, ce qui s'est passé en Algérie, c'est qu'il y a eu cette résilience. D'un côté, on a eu des pertes d'emplois massives sur certains secteurs, et de l'autre, on a eu vraiment une création d'emplois, bon, pour certains peut-être un peu précaires, comme la livraison c'est-à-dire de nourriture ou de produits en ligne, mais le renforcement véritable de marketplace. Donc dans cet esprit-là, à mon avis, c'est vraiment les nouvelles... Enfin, tout ce qui est création nouvelle de logiciels et de plateformes qui peut être un véritable tremplin entre les pays. Mais j'ajouterais cela par rapport au discours d'ouverture de M. Moulay Hichem tout à l'heure. C'est vrai que l'Europe s'est créée par rapport au business et aux échanges interentreprises, création d'un marché commun, mais elle a été précédée par des gros projets structurants communs. Et je pense notamment à la création de tout ce qui est la communauté du fer et de l'acier. Et à mon avis, peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à quelque chose qui ressemblerait à ça. Et je rappelle juste que, en tout cas, pour ce qui s'agit de l'énergie, il y a déjà un échange, puisque les pipelines de production d'hydrocarbures, gaz et pétrole passe déjà au travers de la Tunisie, au travers du Maroc pour aller en Europe par la suite. Et c'est là-dessus qu'il faudrait peut-être continuer, parce qu'il faut une structure. On a besoin quand même d'une structure. Nous, on est maghrébins de cœur, on sait très bien qu'on est des pays frères, qu'au-delà de ça, nous sommes une seule famille. Et maintenant, il faut trouver l'intelligence de concrétiser ça, je l'espère, sur le terrain. Effectivement, merci à Adel Bensassi. Justement, dans ce sillage, on s'était quand même promis de jouer ce rôle de catalyseur, de jouer ce rôle de maillon entre le terrain et les pouvoirs publics et les décideurs. Si demain, donc, on devait porter quelque chose auprès de ceux qui sont en train de prendre les décisions pour ces pays, pour nos pays respectifs,
nos pays qui ont donc pour avantage d'offrir donc cette proximité culturelle, cette fraternité, cette homogénéité au sein des peuples. Comment est-ce que on pourrait justement influencer donc la manière dont sont en train d'être de la manière dont les décisions sont en train d'être prises. Alors pour cette deuxième partie, je vais commencer par une dame, Madame Leila Dokali, qui est présidente de l'AFEM, donc l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, pour nous parler donc d'une initiative où je pense que voilà, des choses sont en train d'être faites dans ce sens-là. Bonjour Leila. Bonjour Amel, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci pour votre invitation. Je voudrais juste faire un petit point, effectivement, présenter un peu notre association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Il faut savoir que dans ce cadre-là, cette association a été créée en 2000, donc il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Et la FEM Maroc a été quand même relativement à l'avant-garde de cette union maghrébine. Donc, on a été précurseurs et on avait lancé la possibilité de créer une fédération maghrébine des femmes chefs d'entreprise. Et c'était en février 2006. Et ces trois pays, donc Maroc, Tunisie, Algérie, moi, je n'y étais pas, une délégation de la FEM s'était rendue à Alger. Bon, malheureusement, les choses n'ont pas pu se faire véritablement. Maintenant, je pense que quand même l'unité économique peut venir aussi des femmes entrepreneurs. C'est une opportunité pour constituer un pôle fort en Afrique. Nous avons vraiment beaucoup de choses à partager. Déjà, notre expérience, on a beaucoup de chiffres en commun. Alors, je vais partager avec vous quelques chiffres en relation avec l'entrepreneuriat féminin. Taux d'activité de femmes en Algérie, 15%. Au Maroc, autour de 20%. Et en Tunisie, 25%. Il faut savoir qu'avec le Moyen-Orient, nous sommes malheureusement en bas du tableau. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et paradoxalement, nous avons un taux de femmes ingénieures, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé dernièrement, qui est très élevé, alors qu'ailleurs, dans le monde, il est de 28%. Et chez nous, on est aux environs à peu près de 46 ou 47% pour les trois pays. Donc, en gros, le taux d'activité, le taux de création d'entreprise par la femme, au Maroc, il est de 10%. Il était de 12% en 2015. Le dernier chiffre date de 2018. On est descendu à 10%. En Algérie, 7,3% et Tunisie, 10,9%. Alors, je pense qu'autour de cela, déjà, on a des choses en commun. Donc, on a des choses avec notre volonté et je pense que là, on va aller très certainement vers un développement de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, pour créer effectivement cette fameuse union Maghreb dont on parle actuellement, je pense que notre association et cette volonté aussi pourra faire en sorte qu'on puisse être acteur et de cette union, savoir dans quelle mesure on peut intervenir. Je sais qu'il y a des liens, je sais qu'on a voulu faire cette initiative d'il y a très longtemps, ça serait bien qu'on puisse la renouveler. L'entrepreneuriat féminin au Maroc est un enjeu économique indéniable et je pense que le développement de notre pays, et je pense que pour les autres pays également, il faut vraiment prendre en compte l'entrepreneuriat féminin et pour le prendre en compte, il faut aller mettre le doigt sur les freins à cet entrepreneuriat féminin. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous parler des nôtres au Maroc, qui sont effectivement, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, si je pouvais être renseignée, ça serait bien. Au niveau du financement, je ne sais pas comment ça se passe. En Algérie, en Tunisie, si quelqu'un peut me renseigner. Un des freins, c'est ça, c'est la formation, c'est la société un peu patriarcale dans laquelle nous évoluons. Mais je pense que l'entrepreneuriat féminin, je le dis, je le répète, est un axe incontournable pour pouvoir aussi créer ce fameux lien avec le Maghreb. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient en mesure de me donner quelques informations par rapport à la Tunisie? L'entrepreneuriat féminin. Je peux quand même donner quelques grandes lignes sur en fait, l'activité économique des femmes dans la région. Bon, effectivement, en fait, il y a une certaine
il y a certaines similarités quand on regarde les chiffres, mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est que regarder de plus près, il y a quand même des spécificités dans chaque pays. Alors, concernant le taux d'activité, donc globalement, on a l'impression qu'effectivement, il est plus ou moins égal. Mais bon, une spécificité en Algérie, par exemple, c'est que l'emploi est plutôt occupé par les femmes les plus instruites. Donc, en termes de qualité, il y a certaines disparités. Ensuite, il y a une certaine dichotomie dans la région concernant en fait le taux de femmes qui réussissent dans les filières scientifiques, comparé à leur taux de participation dans le marché et de l'emploi ou de l'entrepreneuriat. Donc, ça d'une part. Et ce qu'il faut relever également, c'est qu'il y a également donc, une particularité en Afrique du Nord ou dans le Maghreb, qui est donc d'un taux d'entrepreneuriat relativement faible par rapport à l'Afrique. Mais quand on regarde l'Afrique ou l'Asie, qui ont les taux d'entrepreneuriat de femmes les plus élevés dans le monde par rapport à l'Occident, par rapport aux économies avancées, il s'agit plus de création d'auto-emploi. Donc, ce sont des femmes qui sont actives dans les marchés, dans les milieux ruraux, etc., etc. Donc, il faut quand même regarder avec une certaine attention donc, ces disparités-là. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faille justement arrimer donc toute cette population de femmes instruites, de femmes qui peuvent participer activement dans les secteurs qui aujourd'hui trouvent beaucoup de pertinence, donc l'ingénierie, le secteur des services, la digitalisation, tous ces accélérateurs de l'économie, mais aussi surtout dans l'emploi, donc la participation des femmes au leadership. Et donc l'intérêt a été démontré par des rapports internationaux, par des rapports de Deloitte, par des rapports de EY qui travaillent beaucoup sur la question, des rapports sur la compétitivité qui ont été faits par McKinsey, qui revient donc avec un rapport annuel chaque année, plus donc tous les plaidoyers faits par la Banque mondiale pour dire que voilà, la participation au leadership peut vraiment être un accélérateur notable pour les entreprises et pour justement servir de levier pour une croissance économique accélérée. Donc, je partage donc cette opinion sur le fait donc d'avoir des économies plus inclusives. Bon, on parle beaucoup des femmes. Bon, c'est le mois de mars, c'est le mois des femmes, mais on n'oublie pas justement les jeunes qui ont donc un gros potentiel à apporter, qui ont beaucoup de choses également à apporter en termes d'innovation dans cette approche d'intégration. Je pense que c'est justement la transition qu'on va faire tout de suite, parce que nous avons justement à cet effet promis que nous allions intégrer donc une vision rajeunie donc de cette intégration maghrébine qui a du mal à se faire depuis 30 ans et dont on ne cesse de parler, en intégrant donc des entreprises qui ont déjà une vision maghrébine. Alors, pour le deuxième panel, je vais tout de suite accueillir Monsieur Anwar Hashman, Monsieur Miloud Kadra et Madame Amal Seiden, qui est fondatrice du Tunisian Startup. Donc, je vais représenter donc chaque participant en posant donc des questions justement sur l'apport donc dans des secteurs qui sont en train donc de démontrer donc un pouvoir d'innovation et un pouvoir de transformation qui est sans précédent. Alors, je vais commencer par une dame, encore une fois, Madame Amal Seiden. Amal Seiden, est-ce que vous entendez? Oui, très bien. Donc, Madame Amal Seiden, qui est la fondatrice du Tunisian Startup Tunisie, qui est également cofondatrice donc, de l'incubateur BetaCube Tech Venture. Est-ce que vous pouvez en fait nous expliquer un petit peu dans quelle mesure sont en train de s'inscrire donc les secteurs innovants dans cette démarche de résilience face à la crise et quel est l'apport de l'innovation dans ce sens-là? Très bien. Merci, Amel. Il est vrai qu'il existe aujourd'hui un mouvement en Tunisie, mais aussi dans le reste des pays du Maghreb, autour de business models innovants qui s'appuient fortement sur la technologie comme un véhicule de croissance exponentielle, de scalability. Et donc, il y a juste effectivement, notamment en Tunisie, un mouvement autour qui a été, disons, accéléré par le Startup Act, qui est le
cadre de loi qui donne des avantages très intéressants aux startups, notamment des dégrèvements fiscaux, une exonération de la charge, des charges salariales, une sorte de bourse startup pour donner une sorte de filet de sécurité. Il y a aussi des avantages pour ceux qui investissent dans la startup labellisée, donc des exonérations fiscales par ailleurs aussi, la propriété intellectuelle qui est protégée. Et donc ça a donné réellement un signal positif pour l'écosystème et a fait en sorte que les Tunisiens, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, il y a beaucoup de moins jeunes, il y a presque la moitié des fondateurs qui sont âgés de 25 à 35 ans, mais l'autre moitié qui a plus de 35 ans. Et donc d'ailleurs, le cliché de jeunes start-upers est vraiment un cliché parce que les startups qui réussissent dans le monde ont des fondateurs qui ont 45 ans et plus. Et donc, vraiment, si vous avez 45 ans et plus, allez-y, foncez, lancez votre startup. Donc, justement, par rapport à ce momentum de startup, aujourd'hui, on compte plus de 450 startups labellisées en Tunisie avec un cadre de loi qui a été lancé en avril de 2019. Mais ce qui est intéressant, c'est que même le cadre, comment il a été implémenté en mode bottom-up et l'implémentation qui est purement digitale, est un exercice qui est un exemple de disruption, d'innovation dans la manière avec laquelle on design l'innovation dans le policy making et dans la manière de l'implémenter. Donc aujourd'hui, pourquoi ce secteur est intéressant? Parce qu'il apporte, ou disons, je ne l'appellerai pas secteur parce que ça touche effectivement tous les secteurs. C'est le numérique au service de l'innovation pour tous les secteurs, mais ça apporte des business models qui permettent justement de donner un souffle de résilience et de développement différent, parce que ce qui est innovant, c'est une manière différenciée de résoudre un problème. Donc, en fin de compte, et comme on a la chance d'avoir suffisamment de problèmes intéressants à résoudre, donc voilà, les startups s'y mettent aujourd'hui. On a constaté que les startups ont effectivement été challengées parce que par design, c'est des structures qui sont fragiles. Et donc, Tunisian Startups, en collaboration avec Smart Capital, qui est l'entité qui implémente Startup Act aujourd'hui, en collaboration avec l'association des investisseurs en capital, sont ensemble pour développer une stratégie, comment aider ces startups à tenir face à la crise. Et donc, on a développé un mécanisme qu'on a appelé SAVE, qui consiste en des avances remboursables qui sont proposées aux startups qui souffrent de challenges de cash flow, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme a été mis en place d'une manière collaborative. Il a été implémenté très rapidement en ligne, donc ces demandes se font en ligne, le process de sélection se fait en ligne, etc. Et puis, aujourd'hui, on voit que des startups ont bénéficié de cet accompagnement, donc de cette avance remboursable, et ont réussi à lever des fonds et sont en train de rembourser. Et donc, c'est des mécanismes qui fonctionnent. Je nommerai aussi un autre exemple, la collaboration qui a été mise en place aujourd'hui entre Tunisian Startups et l'UTICA. C'est une initiative qui se nomme Link for In. Donc, Link, connecté pour l'innovation, en fait, c'est connecter l'économie classique avec l'économie de l'innovation, la nouvelle économie, parce que justement, aucune ne peut être résiliente ou continuer à exister sans l'autre. Et donc, on est là en train de créer des bridges. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui est sous la umbrella de Connecting the Dots et connecter les acteurs de manière à permettre à cet écosystème de fonctionner. Et dans le cadre de cette collaboration aussi, il y a une initiative qui s'appelle Maghreb Startup Networks. Je laisserai Mahdi en parler davantage, mais c'est une initiative qui a été lancée, initiée facilitée par la Banque mondiale, connectant les écosystèmes des différents pays du Maghreb pour justement identifier les barrières ou alors les accélérateurs qui permettraient aux startups des différents pays de collaborer. Parce que théoriquement, le digital n'a pas de barrière, mais aujourd'hui, on est face à des barrières réelles de payment solutions. Comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir des marchés pour d'une startup à l'autre, etc. Voilà, je m'arrête ici. Il y a le sujet de offshoring, j'en parlerai peut-être davantage un peu plus tard. Merci Amel pour ce tour d'horizon et surtout, en fait, merci d'avoir clarifié comment est-ce qu'on peut construire un pont de liaison entre l'économie classique et le digital. Très, très souvent, on a l'impression
voilà, que la start-up donne l'impression d'être un petit peu déconnectée des corps métiers. Très souvent, on a l'impression aussi qu'il y a une méconnaissance entre les acteurs du secteur traditionnel ou conventionnel et donc les solutions que peuvent apporter donc les acteurs ou les acteurs donc des secteurs innovants. Justement, donc je pense qu'à travers une approche pareille, surtout avec une collaboration aussi étroite, nous sommes donc en voie d'une pérennisation de cette collaboration, une pérennisation aussi de cette transformation qui est en train de s'opérer dans le secteur économique. Face à cette... Je me permets d'enchaîner sur un point essentiel que tu viens de mentionner. Parce que quand on parle de digital, il ne s'agit pas uniquement de connecter une entreprise avec une solution sympathique, innovante qui est en train d'émerger. C'est une vraie transformation qui s'opère aujourd'hui au niveau de l'entreprise, au niveau de la PME, qui doit être accompagnée. D'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels je travaille en tant qu'entrepreneur aussi. Comment est-ce qu'on peut systématiquement accompagner les PME dans leur transformation digitale pour arriver à un point où on leur dit « now you connect » avec cette start-up innovante, avec cette solution-là. Mais ça ne se fait pas d'une manière random. Au fait, je suis à la découverte ou en mode exploratoire, je vais essayer de collaborer avec cette start-up ou une autre. C'est tout un process de transformation stratégique qui va toucher les operations, qui va toucher la proposition de valeur vers le marché, qui va toucher aussi l'organisation, le design de l'organisation, les ressources humaines. Donc, c'est vraiment très profond comme transformation. Et là, je n'arrête pas d'évoquer un exemple très intéressant qui est l'exemple chinois. La Chine, dans une logique Quel dommage. chinois, une initiative de transformation. Oui, vous arrivez à s'accouper? OK. C'est une initiative de transformation digitale de 10 millions de PME en Chine, 10 millions de PME. C'est la réponse Covid du gouvernement chinois en collaboration avec ses partenaires privés. Et donc, quand on accompagne 10 millions de PME en transformation digitale et on leur donne accès à un financement en conséquence pour justement leur permettre d'accélérer cette croissance et cette transformation, c'est là que la vraie transformation et le vrai sauvetage se passe. Parfait, parfait, excellent. Justement, dans ce sillage et dans le sillage de faire un sauvetage, une situation de crise, ça peut être aussi une situation qui crée des opportunités nouvelles. On a parlé tout à l'heure donc de la grande contrainte et des arbitrages qui ont été faits par rapport à l'allocation de ressources des États, et notamment en termes de vaccination. Mais ça a été également donc l'opportunité d'ouvrir des pistes et peut-être de mettre la lumière sur une collaboration possible ou une intégration possible donc, à la chaîne de valeur donc, du secteur pharmaceutique. Monsieur Miloud Kadar, donc, vous qui êtes donc, membre du comité exécutif de RESMA, est-ce que vous pouvez donc nous apporter quelques éclairages par rapport à ce qui est passé en termes de vaccination et de l'apport que vous êtes en train d'apporter? Merci, je suis très content d'avoir été invité à cette discussion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Parfaitement. Parfait. Je me sens un peu comme un intrus parce que vous êtes tous entrepreneurs ou patrons engagés directement dans l'activité économique. Moi, je suis économiste, mais je ne suis pas directement dans l'activité entrepreneuriale, si j'ose dire. Je suis plutôt économiste de la santé et avec une expérience internationale de plus de 30 ans là-dessus, et notamment sur les questions de santé au Maghreb. Donc, un observateur de ce qui se passe dans ce domaine. Alors, la conjoncture nous montre que l'importance des systèmes de santé par rapport à la situation d'un pays. La situation du Covid nous a vraiment démontré l'importance d'avoir un système qui fonctionne, qui tient, qui est résilient, qui est efficace, qui est capable de répondre, qui est capable de s'organiser. Et que toute une économie, pour ne pas dire tout un pays, pour ne pas dire le monde entier, est bloqué parce qu'on a un problème lié à un virus, on a un problème lié à une pandémie, on a un problème par rapport à la capacité d'un système de santé à prendre en charge et à donner des réponses qui soient acceptables dans des délais raisonnables pour que la conciliation entre économie et santé puisse être possible et que l'on puisse continuer, disons, les activités des entrepreneurs, des entreprises et de l'ensemble de la population, tout en assurant un état de santé satisfaisant. Donc ça, je crois que c'est une des très grandes leçons
de ces 2 dernières années. Alors moi, je voudrais parler d'une expérience maghrébine, mais qui n'est pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais qui est un réseau qui s'appelle RESMA, Économie et Système de Santé, et qui a été créé en 1993 à Rabat, au Maroc, par des Maghrébins qui tiennent à travailler ensemble, à collaborer, à discuter, à échanger. Et donc, ce réseau a été constitué par des enseignants-chercheurs, par des universitaires, par des cadres des ministères de la Santé, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, par des responsables de gestion d'hôpitaux, de CHU ou d'hôpitaux régionaux ou d'hôpitaux provinciaux, mais aussi par des experts et des consultants. Et donc, on a constitué en 1993 ce réseau avec l'idée essentielle de renforcer les capacités, non pas dans le domaine médical, parce qu'il y a suffisamment de sociétés médicales qui travaillent dans les différents domaines, non pas dans le domaine de politique de santé, parce qu'il y a des responsables pour cela, mais dans le domaine de l'analyse des systèmes de santé, des politiques de santé d'un point de vue économique. Et donc, depuis, et ça a été fait sur la base de 3 constats. Le premier, c'est que nos systèmes de santé dans les 3 pays sont intéressants, sont performants jusqu'à un certain point, mais ne sont plus adaptés aux besoins de la population, aux besoins de l'économie et encore moins aux besoins du XXIe siècle. Il y a un décalage extraordinaire entre le système de santé tel qu'il fonctionne et les exigences de la société, de l'économie du pays. La deuxième chose, c'est que dans les 3 pays, soit on a déjà engagé, soit on doit entreprendre des réformes extrêmement importantes, mais bon, on ne tient pas compte forcément des enseignements de l'expérience internationale et puis de l'expérience des autres pays. Beaucoup de choses qui sont faites en Tunisie sont utiles pour le Maroc ou pour l'Algérie et vice-versa. Je parle par exemple des réformes de la sécurité sociale, la mise en place d'un système de couverture des indigents, la couverture du secteur informel. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous savez l'importance du secteur informel dans nos pays et comment on peut mobiliser des cotisations lorsque des gens n'ont pas de revenus stables, ils ne sont pas enregistrés ou que ce soit, mais qui en même temps ont des besoins de santé, peuvent être infectés par le Covid, et c'est important de savoir si on peut les prendre en charge ou pas. Donc, il y avait beaucoup de choses à échanger et à apprendre des uns et des autres. Et donc, on a chaque année réalisé un cours intensif dans ce domaine, dans le domaine d'économie et de l'évaluation économique de la santé, à Marrakech d'abord, mais ensuite on l'a fait en Tunisie et en Algérie, puis ça a été fait aussi dans d'autres villes. Et on l'a étendu non pas seulement au Maghreb central, mais aussi à la Mauritanie et aussi à certains pays d'Afrique subsaharienne, parce qu'il y avait aussi une volonté de s'ouvrir sur le continent africain. Et donc on a aussi développé et initié des publications, des recherches, des études dans le domaine de la santé, dans le domaine des médicaments. Il y a eu des publications sur comment intégrer le marché pharmaceutique maghrébin, et ça c'est un dossier énorme, mais aussi organiser des échanges d'informations et permettre à chacun d'accéder aux meilleures ressources internationales. Parce qu'un des grands problèmes qu'il y a dans notre pays, c'est que bien sûr tout le monde a Internet, tout le monde a Google, mais le problème c'est comment trouver la bonne information au bon moment qui peut servir par rapport au contexte maghrébin. Et ça, c'était un des apports de ce réseau. Donc, vous voyez un petit peu le type d'apport de ce réseau informel, de type de réseau qui était basé sur le volontariat et qui était financé essentiellement par les cotisations des membres et par le bénévolat et l'apport en nature de chacun, mais aussi, dans certains cas, par le soutien de l'OMS, du FNUAP, de la Banque mondiale, de la Banque islamique, quand il s'agissait d'organiser des ateliers ou des réunions où il fallait payer des billets d'avion ou des hôtels ou des choses comme ça. Mais tout le reste était basé sur l'apport de chacun. Alors, je reviens à votre question sur le Covid et la pandémie et les vaccins. Très, très brièvement. Le premier constat, c'est que les pays du Maghreb sont totalement dépendants en matière de vaccins. Il n'y a aucune production de vaccins dans nos 3 pays. Il y a l'Institut Pasteur de Tunisie qui produit du BCG et l'Institut d'Alger qui a essayé de produire tel ou tel sérum. Pas plus, pas moins. Plus grave, l'ensemble de l'Afrique, je dis bien l'ensemble de l'Afrique, est totalement, 99% dépendante des importations de vaccins. Les seuls pays qui tentent de produire des vaccins, c'est l'Égypte depuis 30 ans sans réussir. Ils ont fait des contrats avec le GSK et avec Pfizer qui n'ont jamais fonctionné.
Quand vous allez voir Pfizer, ils vous disent que c'est les Égyptiens qui sont responsables de ça. Quand vous allez voir les Égyptiens, ils vous disent non, c'est Pfizer qui n'a pas fait le transfert de technologie. Ça n'a jamais fonctionné. Ils continuent à importer des milliards de doses pour leur population. Le seul pays qui a une initiative ou un projet sérieux dans ce domaine, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud, ils ont une compagnie qui s'appelle BioVac et qui, depuis 10 ans, essaie de mettre en place un vrai système parce que pour produire des vaccins, ce n'est pas seulement une usine qui met des produits dans une ampoule, mais c'est tout un écosystème. Donc, les relations avec l'université, avec des biologistes, avec des microbiologistes, avec des virologues. Et ces gens-là n'existent pas vraiment en tant qu'équipe dans nos pays. Ça a été perdu. En Tunisie et en Algérie, il y avait une production de vaccins il y a 30 ans. Elle n'existe plus et le savoir-faire, malheureusement, a été perdu. Et la pandémie du Covid-19 nous a montré une chose, c'est qu'on était nus. On était incapable de répondre à cette pandémie avec nos propres moyens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a essayé d'aller voir à droite à gauche, chez les Chinois, chez les Russes, chez les Américains, chez les Japonais, chez je ne sais pas qui, pour essayer d'avoir quelques doses avec toutes les difficultés qu'on a eues. Un des grands problèmes que l'on constate, c'est qu'on a eu une fragmentation et une incapacité à peut-être réunir nos forces pour pouvoir négocier ensemble. Les seuls qui réussissent dans ce domaine, c'est les pays comme la Chine, 1,3 milliard de population, l'Inde, 1,1 milliard, les États-Unis, vous savez combien de centaines de millions, etc. etc. C'est soit les grands pays, soit les grands ensembles, comme l'Union européenne. Et encore, vous avez vu tous les problèmes que l'Union européenne a pour obtenir les doses de vaccins nécessaires. Et en plus, ils ont commandé 4 fois, 5 fois par rapport à leurs besoins. Donc, ils ont pompé pratiquement tous les disponibles de vaccins au niveau mondial, malgré tous les discours sur la solidarité internationale et personne n'est protégé tant que tout le monde n'est pas protégé. Bon, donc le Maghreb se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Le Maroc se débrouille beaucoup mieux parce qu'il a pu négocier des contrats avec plusieurs compagnies dès le début, à payer le prix cher, mais à obtenir des doses suffisamment importantes. Ce n'est pas le cas en Tunisie, ce n'est pas encore le cas en Algérie, mais il y a des contrats qui sont en cours et bon, il y a beaucoup de retard et donc de retard aussi dans les vaccinations. Donc, à mon avis, pour finir, si vous permettez, Amel, je dirais qu'il y a un vrai projet maghrébin à monter. Parce que je sais qu'au Maroc, il y a une discussion avec Sinovac, avec une entreprise chinoise, pour produire du vaccin Covid-19 en Maroc. Même chose en Algérie, il y a une négociation avec les Russes pour produire un vaccin Sputnik en Algérie. Vous voulez mon avis personnel? Ça n'ira pas loin. Et économiquement, ce n'est pas viable. Pourquoi? Supposons qu'on le produise. Ça veut dire quoi produire dans l'immédiat? C'est mettre en ampoule et mettre l'étiquette. C'est ça la production locale? Fill and finish. That's it. Donc, est-ce que c'est ça l'ambition maghrébine de vraiment de rentrer dans le domaine des vaccins? Bon. Donc, si on veut, alors on peut commencer par ça. Je ne suis pas contre qu'on commence par quelque chose comme ça. Mais qu'il y ait tout de suite une stratégie à 15 ans, 20 ans, parce que les vaccins, ça ne se développe pas en 6 mois ou une année, pour avoir une vraie capacité sur le plan innovation, sur le plan recherche, sur le plan médical, sur le plan surveillance, sur le plan tout un tas de domaines dans lesquels il faut ramasser et réunir toutes les compétences nécessaires dans ce domaine. Donc, je dis, ce n'est pas une stratégie viable que d'avoir une stratégie à court terme, de produire dans les 6 mois à Casablanca ou à Alger, de remplir des ampoules et de dire, voilà, nous avons une production locale. Et après, supposons que le Covid, il n'en est plus l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer à cette usine? Supposons qu'il y a des nouvelles souches. Est-ce qu'on est capable de développer et de faire face aux nouvelles souches? Supposez qu'il faut 2 doses ou passer à 1 dose. Supposez qu'on a de nouvelles générations de vaccins. Comme vous savez, il y a 150 vaccins qui sont dans le pipeline. Aujourd'hui, on a 3 ou 4 qui sont au niveau international, mais on a une centaine qui sont dans le pipeline au stade essai clinique 1, 2 et 3. Donc, si on vient d'avoir Johnson & Johnson, le vaccin de Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu'une seule dose. Alors, on va produire du vaccin chinois ou du vaccin russe ou le vaccin avec une seule dose. Mais quand on n'a pas une stratégie complémentaire, régionale, à long terme, on fait du n'importe quoi, on fait du court terme, et après, bon, on se rend compte que ça n'a pas marché. Il y a eu déjà des expériences passées au Maroc, en Tunisie et en Algérie pour produire des vaccins, l'Institut Ibn Aknoun, l'IPA à Alger par exemple, ou bien l'Institut Pasteur à Casablanca, ou l'Institut Pasteur à Tunis, ont eu des tentatives de ce genre qui, malheureusement, n'ont pas abouti pour une seule raison, je m'arrêterai là, parce qu'il n'y avait pas de stratégie de vision à long terme. Voilà.
Voilà, Amel, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Monsieur Kadar. Bon, je ne sais pas si je dois avoir peur ou voilà, si nous avons au contraire mis le doigt sur les éléments sur lesquels il faudrait plutôt alerter voilà, nos pouvoirs publics respectifs. Et justement, dans ce sens, c'est un petit peu dans ce sens-là que s'inscrivent donc nos rendez-vous trimestriels. C'est de voilà, porter les bons messages aux bonnes personnes. Bon, on va passer encore donc voilà, revenir donc au sujet de donc du repositionnement dans la chaîne de valeur mondiale. Bon, pour l'instant, donc je comprends que pour les vaccins, donc ce ne sera pas pour demain. Mais Amel tout à l'heure, Amel Saïden donc parlait de l'innovation, bon, même sans l'avoir dit de façon directe. Donc on innove beaucoup en termes de business model. Il y a donc un positionnement à repenser donc pour l'ensemble des acteurs, pour la région. Il y a un positionnement éventuellement à préparer. Est-ce que, Amel, est-ce que vous pouvez donc nous apporter quelques éclairages donc justement en termes de nearshoring? Où est-ce qu'on peut se réorienter? Et je donnerai ensuite donc la parole à Mehdi Aloui. Très bien. Alors, côté nearshoring, vu qu'on parle aujourd'hui de remote work et que les clients commencent à envisager la remote collaboration comme une option sérieuse, les acteurs de l'offshoring ou du nearshoring en Tunisie, mais aussi dans la région, se penchent sur cette opportunité d'une manière beaucoup plus rapprochée qu'avant, parce que justement, les clients en Europe, en France, en Allemagne, repensent justement leurs partenaires de nearshoring. On ne parle plus de... Il y a eu des explorations ou des collaborations avec la Chine, avec l'Inde pendant très longtemps, avec des centres de offshoring vers l'Asie. Aujourd'hui, justement, les acteurs en Europe sont en train de repenser leur stratégie dans ce sens. Et donc, la question est quel rôle les pays du Maghreb peuvent jouer dans cette optique. Je fais partie aujourd'hui personnellement d'une initiative, une initiative lancée en collaboration avec la GIZ qui s'appelle Tech 216. C'est une initiative qui connecte les clients allemands avec le marché de l'offshoring ou du nearshoring en Tunisie. C'est un marché qui est déjà très développé, mais principalement dans sa relation avec le marché français. C'est aussi un marché qui est très structuré à travers différentes associations, la Fédération d'éthique du numérique à l'UTICA, il y a TACT, GetIT, mais ceci n'empêche qu'il y a des marchés à aller explorer activement, notamment le marché allemand. Et là, on constate qu'il y a un positionnement ou un travail à faire au niveau de la raising awareness. Déjà que les pays du Maghreb ou la Tunisie, c'est des pays où on fait du numérique, on fait de l'IT et pas uniquement du tourisme en mode balnéaire. Donc, on associe vraiment cette image cliché avec le soleil, le dromadaire et la plage avec des pays du Maghreb. Il y a énormément de travail à faire au niveau du branding des pays, de la communication au niveau international pour associer notre région, nos pays avec de la tech, avec de l'innovation, avec un positionnement jeune dans le sens innovation, business model et pas uniquement dans le sens d'une population qui a un problème parce que c'est une population qui est jeune et au chômage. Donc, on doit réellement travailler proactivement sur ce positionnement. Là, on est en train de travailler sur des aspects très pratiques. Identifier des clients pilotes. On a un client pilote qui a été BMW, qui n'est pas n'importe quel client. Donc, on espère qu'avec ce client, on ouvrira la route vers d'autres acteurs qui s'intéresseront à la Tunisie. Et ça, c'est vraiment un levier de développement à activer pour toute la région parce que justement, le software, ça se développe à distance et le remote work s'adapte parfaitement, ou disons, ce secteur s'adapte parfaitement au remote work. Merci, Amel. Mehdi Aloui. On vous écoute un petit peu sur les résultats que vous avez pu obtenir avec le Maghreb Startup Network et qui est là en train d'essayer d'œuvrer pour créer son écosystème. Tout à fait. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'est un vrai honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui.
Effectivement, la thématique est extrêmement intéressante et ce que je veux dire par là, c'est que essayons de réussir, on va dire, là où les politiques ont échoué, c'est de construire un Maghreb par sa jeunesse, par sa volonté, par sa capacité d'innover et par je dirais, cette nouvelle génération qui croit en fait dans la coopération, la collaboration. Et justement, en fait, l'exemple d'aujourd'hui, c'est l'exemple du groupe ou du réseau Maghreb Startup Network qui est né d'une volonté d'un certain nombre d'acteurs, tout simplement qui croient en cette force de collaboration, en cette jeunesse et sa capacité, je dirais, à changer le monde. Et on va commencer d'abord par changer le Maghreb. Donc ce réseau a été, je dirais, initié et a été fait avec justement l'aide de IFC et la Banque mondiale, avec sa marraine qui est maintenant en fait partie en Afrique du Sud. C'est un réseau en fait qui représente un certain nombre d'acteurs qui sont des catalyseurs de l'innovation, que ce soit en fait des startups, des incubateurs, des accélérateurs, ou tout simplement en fait des acteurs intéressés par le monde de l'innovation et de la jeunesse, qui vient en fait de plusieurs pays, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie, la Libye, mais aussi le Maroc, et dans l'objectif commun qui est de faire en sorte de créer en fait un marché beaucoup plus large pour chacun des pays, permettre au fait aussi à ces startups de pouvoir circuler, travailler de manière libre en différents pays et avoir un terrain d'expérimentation qui est beaucoup plus large. Alors effectivement, il y a plusieurs, je dirais, sous-projets dans ce réseau-là. Il y a effectivement la notion de passeport maghrébin des startups. Il y a aussi la possibilité de créer un réseau de business angels, donc des investisseurs personnels qui investissent dans les startups pour le Maghreb. Il y a aussi l'idée de créer et de trouver des solutions d'échange monétaire plus simples, plus faciles pour permettre aux startups d'aller plus loin. Alors, ce réseau a démarré maintenant, les premières discussions, il y a à peu près 3 ans. Beaucoup d'étapes ont été, je dirais, parcourues avec, je dirais, plutôt, enfin, on va dire, de belles réussites et de beaux achievements jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire pour le futur. Donc aujourd'hui, le réseau est en train de se structurer à travers une existence justement juridique pour pouvoir, je dirais, grandir et pouvoir créer davantage d'impact justement en fait pour les startups et leurs accompagnateurs. Donc pour moi en fait c'est un beau exemple de coopération qui est complètement en fait se fait dans un cadre sain dont le seul objectif c'est je dirais qui a un seul intérêt que nos startups quelle que soit en fait son origine puissent grandir, puissent se développer dans chaque pays, dans la région du Maghreb et pourquoi pas sur le continent et ailleurs. Aujourd'hui, on doit justement profiter de cette, je dirais, de cette jeunesse, de cette volonté pour construire des ponts qui sont plus solides. Et je pense que les différents acteurs autour de ce réseau, ils ont un seul rêve, c'est qu'on puisse se réunir parce qu'ensemble, on ira beaucoup plus loin. Chacun tout seul pourra aller plus vite, mais ensemble, on peut aller vraiment très, très loin. Voilà ma première partie d'intervention. Je te laisse, Amel, reprendre la main. Merci, Mehdi Aloui. Bon, je pense qu'en fait, voilà, votre expérience a vraiment jeté les bases sur comment est-ce que voilà, les réseaux, les startups, les différentes organisations qui sont en train d'essayer de se former, donc que ce soit par le biais de réseaux formels ou informels, si je peux l'exprimer ainsi, sont en train d'essayer réellement de créer un impact périn, et notamment donc, vous concernant dans le secteur des services. Alors, avant de lancer en fait comment dire, donc la clôture donc, des 2 panels et de revenir vers le panel 1 pour quelques recommandations et quelques engagements, hein, parce que je vous engage à chaque fois sur des promesses qui, je l'espère, donc, verront le jour. On va quand même essayer de rêver un petit peu à travers donc, une expérience
qui matérialise un petit peu cette vision maghrébine, et une expérience qui a montré que, voilà, donc à travers une tentative de se réinventer, de réinventer son business model, comment dire, d'innover, et Madame Amel Saïden l'a rappelé tout à l'heure, donc la jeune start-up se caractérise par la jeunesse du projet qui est porté, et pas seulement par, ça c'est pas forcément donc l'indicateur de la jeunesse du porteur ou du fondateur de la start-up. Alors Anwar Hashman donc a eu une approche assez innovante concernant le secteur du tourisme, donc un secteur qui a connu voilà, donc un coup de fouet assez important pendant cette crise Covid. Donc, Anwar, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai dû, malheureusement, à cause de mon activité, je suis à l'extérieur, donc je voulais juste savoir si tout le monde m'entend correctement et que je pouvais, mon micro fonctionne bien, c'est pas trop dérangeant? Nous vous entendons très bien, on entend même les quelques coups de klaxon qui sont derrière vous. Très bien, génial, génial. En fait, on est en train de travailler sur une visite de la Casbah d'Alger en ligne, 100% en ligne. Et donc, on était à l'instant à la Casbah d'Alger en train de tourner et en train de voir quels sont les endroits où il y avait de la bonne connexion et les endroits où il n'y en avait pas. Donc, c'est un peu dans le cadre de l'expérience qu'on avait également faite avec monsieur Hichem et l'association We Speak Citizen au Maroc pour la Casbah Event. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Anwar Hashman, je suis… Petite interruption. Plateforme de… Ah, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien, excusez-moi. Donc, Maghreb Experience est une plateforme donc, de voyage culturel et d'expériences culturelles qui se concentre aujourd'hui sur le Maghreb. Et l'objectif plus tard, c'est de pouvoir aussi aller sur le reste de l'Afrique. Alors, nous, notre approche, elle vient déjà d'une expérience. Alors, moi, j'ai 33 ans, j'ai vécu pendant 10 ans en Inde. Je suis algérien et français. Et après avoir étudié en France, je suis allé m'installer en Inde, où je me suis beaucoup intéressé à l'industrie du tourisme. Et nous avons travaillé notamment sur une marque qui s'appelle Visite Maghreb, qui était la première marque, on appelle ça un BMC ou une agence de représentation. Il y a un petit blanc. On était… Ah, là, c'est bon. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Donc, nous avons travaillé donc, sur l'Inde et sur l'Asie du Sud-Est, sur le développement et la promotion de la destination Maghreb, avec 3 pays. Donc, on était vraiment la première marque qui se construisait et surtout qui se concentrait sur vraiment ces trois destinations. Et c'est là qu'on a commencé un petit peu à mieux comprendre comment les pays se marketaient, comment le Maroc se marketait à l'étranger, comment la Tunisie se marketait, comment l'Algérie se marketait, même si on observait quand même une très, très, très grande pauvreté marketing de la destination Algérie, tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de travaux qui avaient été mis en place pendant toutes ces années-là pour la promotion de la destination, notamment en langue anglaise. Donc, on a commencé comme ça, on a commencé à développer vraiment notre activité sur le marché indien, sur le marché singapourien, hongkongais, Malaisie, et on avait vraiment commencé à avoir plein de clients, avec quand même un marketing qui était très, très exotisant. Très orientalisant, si je puis me permettre. Le Marrakech des mille et une nuits, le Tunis, donc on comparait un peu Sidi Bou Saïd avec quelques stations grecques, etc. Et ça nous déplaisait fortement. Alors on parlait même du Sahara, alors que le Sahara, c'était les hommes bleus, c'était l'aventure dans le Tadracht, etc. Et on observait qu'il y avait quand même un souci quelque part. Il y avait un souci dans la manière dont on marketait nos pays. Alors à ce moment-là, moi j'avais décidé de rentrer en France et donc j'ai dit non, je ne vais pas rentrer en France, je vais m'installer en Algérie et donc je suis venu à Alger et j'ai vécu je vis entre Paris et Alger. Bon, cette année j'étais plutôt à Paris qu'à Alger parce que il y avait le Covid et on s'est dit pourquoi pas créer une marque qui va avoir une dimension beaucoup plus maghrébine mais qui va surtout avoir une dimension authentique, c'est-à-dire une dimension qui va avoir pour but de rapporter réellement les cultures du Maghreb, donner au patrimoine leur vraie signification et surtout permettre à tous les individus qui sont porteurs du patrimoine, ces femmes et ces hommes, ces artisans, ces musiciennes, ces musiciens, cuisinières, guides et toutes ces personnes qui animent le Maghreb, en fait, de devenir eux-mêmes porteurs de ce patrimoine, de devenir narrateurs de leur patrimoine. Donc, c'est à partir de là, c'est à partir de cette réflexion qu'on a commencé à construire Maghreb Experience. On s'est dit, si on veut faire du tourisme, si on veut faire du voyage du nouveau monde,
on est obligé de passer par tous ces individus, on est obligé d'avoir une véritable contribution aux communautés locales et surtout, on est obligé d'utiliser les vrais mots, les vraies appellations. On ne peut pas parler de 1001 nuits à Marrakech et à Bagdad. On ne peut pas parler de danse orientale à Marrakech. C'est plutôt de la danse chabi, c'est plutôt de la danse raya oran, c'est plutôt de la danse ahwesh à Ouarzazate. On va dans la véritable terminologie. La critique qu'on a fait souvent et qu'on fait et qu'on continue à faire, c'est de se dire que le problème qu'on a vécu, c'est que nos ministères du tourisme ont pris un peu le travail du ministère de la Culture. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait développer les aides de destination et qu'on a commencé à développer en fait cette communication à travers les ministères du tourisme. Et nous, on s'est dit, bon, écoutez, comment on va faire? Donc, voilà. Et on a commencé vraiment à travailler tout cela, à réfléchir à une plateforme. Et c'est ainsi qu'est venue Maghreb Expérience, la première plateforme d'expérience culturelle et de voyage en ligne et sur place dédiée au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie, sur une dimension maghrébine. Nous travaillons sur des expériences qui sont des moments privilégiés avec des individus qui ont des talents, qui sont passionnés. Et ces moments-là, vous pouvez les vivre sur place et depuis le Covid en ligne. Et c'est ça qui fait qu'il y a l'innovation de notre produit, c'est que désormais, puisqu'on sait que le Covid, cette crise-là va durer assez longtemps, on s'est dit, pourquoi pas faire visiter les gens, comme là on est sur Zoom, au lieu que vous soyez en meeting, vous êtes en train de visiter l'Artisbaït Ben Kheddo au Maroc, vous êtes en train de visiter la Casbah d'Alger, vous êtes en train de visiter l'Andersor de Gardaya, la Médina de Tunis, etc., etc. Donc ça, ce sont des visites en ligne que nous organisons, complètement scénarisées. Nous organisons également des initiations à des genres musicaux. Par exemple, vous pouvez passer une heure et demie avec Abdelmalek Othmani qui est à Fès et qui est un musicien Ella. Vous pouvez passer une heure et demie avec un musicien de Haute-Tunisi qui s'appelle Zied Mehdi qui est à Tunis. Passer du temps avec des musiciens Essouf qui sont à Taman Rasset, etc., etc. Notre seule frontière devient la connexion Internet et non plus la frontière physique. On dépasse là et on va même plus loin parce que maintenant on est capable de construire des expériences doubles où la dernière fois par exemple on a construit une expérience entre un musicien Melouf de Constantine et un musicien de Ella Andalou de Fès qui était basé à Fès et tous les deux ont construit une expérience ensemble devant des clients qui étaient basés en France. Ils leur ont fait découvrir leurs différents arts, ont joué ensemble, l'un a donné le là à l'autre, etc. Donc cette technologie nous a permis de casser les frontières, nous permet de pouvoir proposer un format nouveau de médiation et surtout d'avoir une véritable contribution économique parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'Artisbaït Ben Kheddo, que ce soit la Casbah d'Alger, que ce soit un artiste de Constantine, une cuisinière qui est basée à Gardaya qui va donner un cours de cuisine Mozabit, etc., etc., on est capable de créer des opportunités pour ces gens-là et de leur permettre de travailler sur des formats nouveaux pour continuer à promouvoir et à faire vivre le patrimoine. Et c'est en ce sens aujourd'hui que nous, aujourd'hui, on considère que nous sommes une start-up innovante qui permet de rénover en fait, ou innover ou de restaurer, si je puis me permettre, les patrimoines du Maghreb différemment. Donc là, pour conclure, hein, si je puis me permettre, nous aujourd'hui, on est en train de travailler sur des trucs assez fous, notamment sur une visite en partenariat avec le musée du Bardo d'Alger, où on va faire une visite du musée et en studio et en multiplex, vous allez avoir des archéologues qui vont être basés sur les différents sites archéologiques en Algérie et qui vont apparaître soudainement et vous allez les voir en train d'expliquer les sites et leur histoire. Et donc, vous allez pouvoir voyager dans le temps et dans l'espace en Algérie entre 2,4 millions avant Jésus-Christ et la période du Néolithique, en partenariat avec le Bardo. Vous allez pouvoir, par exemple, aussi faire une visite, une expérience Fantasia, en direct d'une Fantasia, avec une vétérinaire spécialisée qui travaille spécialisée dans l'équestre, avec un historien des Fantasias et en direct d'une Fantasia, vous allez pouvoir vivre cela en compagnie de ces spécialistes qui vont partager ces moments avec eux. Donc voilà, c'est illimité et on a vraiment plein de... Si vous m'entendez. En fait, oui. Vous arrivez à m'entendre. En fait, nous avons eu très intéressant sur ce que vous êtes en train de faire en termes de repositionnement, surtout en fait, du patrimoine culturel algérien et à plus large échelle. Oui. Très bien, en termes de marketing pays et marketing de région qui permettent justement de mieux la région. Démarrer effectivement plus souvent avec qu'on nous connaît, mais notre potentiel. Et à ce titre, en fait, je
par rapport à une consultation qui a été de mettre en mute. Voilà, parfait. Donc, je voulais parler justement donc, de ce repositionnement par rapport au marketing pays et au marketing de la région. Ce que disait donc Anwar Hashman est très intéressant du point de vue donc, de remettre un petit peu les points sur donc, les spécificités culturelles de la région, sur son réel potentiel et donc, ce qui constitue donc, ses attraits réels, sans le diluer donc, dans ces images un peu orientalistes. Et à ce titre, donc, je veux quand même citer une expérience récente que j'ai moi-même que j'ai eue, où en fait, on parle beaucoup donc, de nearshoring et dans ce sillage-là donc, des partenaires européens. Donc, la proximité de l'Europe nous fait parfois avoir donc, cette perception que nous sommes connus, mais parfois donc, avec des pays, à mal citer l'exemple de l'Allemagne, des pays comme l'Allemagne qui sont très très proches de l'Algérie, enfin géographiquement parlant, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, mais qui ignorent tout de nos pays, qui justement à cause d'une barrière linguistique d'une part, mais aussi du tissu économique de ce pays-là, donc qui est plutôt constitué de PME qui n'ont pas forcément des antennes, donc qui ont du mal à tisser des relations. Donc des approches telles que celle de Anwar Hashman, dans un secteur du tourisme, sont très très importants pour repositionner déjà la région par rapport à ses spécificités et son patrimoine, mais peut-être également dans le secteur des services, donc un rapprochement comme celui qui est en train d'essayer de bâtir donc un réseau tel que celui de Madame Saïdan en Tunisie peut permettre justement de tisser des liens plus étroits pour mieux se faire connaître et pour éventuellement à pouvoir mieux collaborer dans le futur. Alors, nous sommes obligés d'accélérer un petit peu pour conclure. Donc, je comprends donc du back-office que le panel 1 donc, des confédérations patronales est un peu appauvri. Donc, il me reste une seule personne de la Tunisie. Mais nous allons quand même faire un petit round de clôture. Je vais ressusciter quand même les points qu'on a discutés. En attendant, je l'espère encore, quelques questions donc, de nos participants. Donc, nous avons quand même essayé de revenir donc, sur un rôle des patronats renforcé, d'où la nécessité d'instituer ce dialogue de façon récurrente, de faire en sorte à ce que les patronats, n'est-ce pas, jouent leur rôle, qui est donc de porter les doléances, les préoccupations, les difficultés, mais aussi les bonnes initiatives et les tentatives qui sont en train d'être confrontées à des obstacles sur le terrain, d'essayer de faire en sorte à ce que cette vision maghrébine, cette vision régionale soit mieux connue, donc qu'elle soit portée, que des plaidoyers dans ce sens-là soient portés. Nous sommes engagés également à ne pas rester sur des généralités qui sont la volonté de travailler ensemble, d'accord, mais sur quoi? Donc nous sommes en train d'essayer d'identifier ensemble les quelques secteurs d'opportunité, d'identifier ensemble sur quels axes prioritaires nous pourrions donc d'une part collectivement discuter, mais également individuellement porter auprès de nos pouvoirs publics respectifs. Il était intéressant de parler dans le contexte de la transformation économique qui est en train de s'opérer dans le monde du secteur des services, donc un secteur des services et notamment la logistique, etc., donc qui peuvent avoir un attrait particulier pour nos pays, où l'on pourrait essayer de trouver une place. On a beaucoup parlé en intégrant les secteurs, en intégrant notamment le secteur des services, en intégrant les startups, donc la notion d'avoir des économies diversifiées, d'avoir des économies innovantes. Enfin, innovantes, c'est aussi par devoir de résilience aussi. Donc des économies qui sont inclusives des jeunes, des startups, où la part du secteur privé soit quand même beaucoup plus importante parce qu'elle est là pour non seulement insuffler une dynamique, mais aussi dans un but de création de richesses et d'emplois. Il est très très important d'intégrer plus de femmes dans l'économie, donc c'est aussi un potentiel de croissance qui est énorme. L'impact sur le GDP, donc sur les PIB, où les taux de croissance des PIB a été mesuré et n'est plus à démontrer.
Très important, donc, cette question de mieux faire connaître la région. Est-ce que nous sommes en train de faire un marketing régional intéressant qui puisse justement mieux faire connaître le potentiel de la région en termes de ressources, en termes de jeunesse active, en termes de jeunesse qui peut, enfin, quand je parle de jeunesse, d'initiatives aussi, qui peuvent justement répondre à des besoins de relocalisation et de nearshoring. Donc, ça nous va. Mais aussi, donc, on a parlé d'un élément qui est très, très important et qui peut-être n'a pas été suffisamment mis en avant aujourd'hui, qui est celui donc, de l'accès à l'information. Donc, on a parlé de l'accès au financement, ça c'est un fait, mais l'accès à une information qui puisse justement documenter et permettre donc des décisions stratégiques informées est un réel besoin. Et à ce titre, donc, je veux quand même revenir sur une initiative importante qu'inculque CARE en ce moment, et qui est donc le tableau de bord de l'économie nationale. Donc, c'est un tableau de bord qui réunit sur une plateforme digitale toute l'information économique relative à l'Algérie. Donc, c'est une tentative d'avoir un one-stop shop qui permette à tous les acteurs d'avoir accès à l'information économique. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande beaucoup de coopération et de partage d'informations pertinentes de la part des institutions pour pouvoir justement permettre de se projeter dans le marché. Il y a une tentative et un projet qui est en train d'avancer dans ce sens pour qu'il y ait une initiative similaire en Tunisie et au Maroc, dans l'espoir de justement construire une plateforme maghrébine intégrée qui donne accès à l'information donc sur le Maghreb dans son ensemble. Donc, c'est un petit peu l'aspiration. On espère y arriver avec le concours des patronats, avec le concours de tous les acteurs qui peuvent apporter une contribution. Et ce sera peut-être une manière de dire que voilà, nous essayons, nous continuons d'essayer de façon pragmatique et de façon pratique, loin de tout discours, loin de toute velléité, et surtout en montrant la voie sur comment le faire, et en bâtissant à chaque fois, donc, ou en posant à chaque fois une pierre pour pouvoir avancer tous ensemble. Donc, s'il n'y a pas de questions dans le back-office, donc je vais appeler Amine Bouhassan, si tu es là, à activer sa caméra pour clore avec moi le panel. Je suis là. Et Moulay Hicham et Nabil Barkati de la Tunisie et monsieur le représentant de l'UTICA. Voilà, pour un mot de la fin. Je commence alors par monsieur le représentant de l'UTICA, monsieur Jawed. Alors, merci à tous pour cette je dirais ce webinaire très intéressant. On est très ravis d'avoir fait votre connaissance. Nos amis, nos partenaires du Maroc, de l'Algérie, et nos frères aussi, et nos sœurs aussi. Vraiment, j'espère que cette situation va nous renforcer, donc cette situation de crise va nous renforcer, ou bien va mettre l'accent sur vraiment les axes de partenariat qu'on peut avoir ensemble. Vraiment, j'espère que bientôt, nous pourrions tous nous rencontrer, que ce soit à Alger, au Maroc ou à Tunis. Vous êtes les bienvenus. Et vraiment, donc, nous sommes toujours à l'écoute et toujours prêts à participer, à donner notre contribution, notre retour d'expérience en tant que patronat tunisien sur une intégration régionale de l'économie du Maghreb. Voilà, donc merci à tous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Alors, Amine. Amel, et bravo en tout cas pour la modération, bravo à tous les panélistes. J'ai trouvé cette rencontre encore plus riche que la précédente parce qu'on avait un zoom par secteur, parce qu'on avait des idées brillantes, très réalistes. Je repense au volet de la vaccination qui est très d'actualité. Je repense également aux startups qui parlent aux jeunes puisqu'ils représentent 40% de la population dans notre région. Donc voilà, toutes ces initiatives sont bonnes. Maintenant, il faut transformer. C'est un peu comme dans le sport que je pratique de manière très régulière.
Il faut transformer l'essai, il faut marquer des buts. Parce que là, j'ai l'impression qu'on joue, mais à un moment donné, il faut marquer. Et pour marquer, il faut se réunir, il faut créer des ateliers de travail, toujours en ayant en tête, et je reprends les termes de M. Miloud Kadar, en ayant une stratégie. Parce que dans 3-4 ans, on va se dire, mais pourquoi on a pris cette direction et ce n'était pas la bonne? Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de voir que des synergies existaient, elles existent. Lorsque je sais que par exemple, M. Mehdi Alaoui ainsi que Mme Amel sont également membres du Maghreb Startup Network. Lorsque je vois que Anouar Hachman travaille avec l'ONG de Hichem, qui est juste à côté de moi, Moulay Hichem Genoun, donc ça fonctionne, mais il faut qu'on la réitère, il faut qu'on la muscle, il faut qu'on la tisse davantage. Et c'est pour ça que dorénavant, nous allons faire un suivi très régulier auprès des confédérations patronales pour qu'ils puissent tisser des ateliers de travail ensemble et aussi dans les coulisses. Nous allons réunir tous ces acteurs qui ont été brillants, que je remercie. Et aussi, je remercie les spectateurs qui ont suivi cet événement. Et bravo encore à vous, Amel, ça a été très dynamique. Merci. Alors, je vais quand même inviter, oui, Amel Saïdan, une dame, pour un petit mot de la fin. Merci, Amel. Donc, pour moi, quand on parle innovation numérique, collaboration is the name of the game. Ce qui est beau dans le numérique, c'est que les possibilités, les schémas, les modèles de collaboration sont infinis. Donc, on peut réellement imaginer 10 000 manières de collaborer et les compétiteurs d'hier sont les partenaires d'aujourd'hui. Donc, réellement, il y a une redéfinition of the game. Et donc, ça nous donne de l'espace pour réimaginer des partenariats. C'est pour ça que j'essaie de partager des exemples de collaborations qui ont réussi. Et aujourd'hui, le secteur privé a réellement une responsabilité à aller chercher, une responsabilité à prendre. Et il est clair que nos pays sont challengés au niveau politique. Donc, le secteur privé ne peut pas se permettre le luxe d'attendre et va devoir prendre la responsabilité et l'initiative de l'idée, le changement. Merci beaucoup, Amel. Bon, je pense que s'il n'y a pas de questions, donc on laisse le chat ouvert encore pendant 3 minutes. S'il y a encore des commentaires des participants. Autrement, voilà, nous pouvons, je pense, conclure et donner rendez-vous à tout le monde le trimestre prochain. Je pense que ce sera autour du mois de juin. Et on essaiera cette fois-ci d'avancer un petit peu plus. Donc, je vais faire quand même une annonce courageuse. Nous allons essayer d'avoir un panel un peu plus féminin, d'une part. Donc, on parlera un petit peu plus longuement. Donc, je lance l'appel. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'apport et l'inclusion économique dans le Maghreb des femmes, donc ce serait donc très intéressant de nous mettre en contact avec les réseaux qui travaillent dessus. Je pense qu'on pourra parler également de façon plus concrète sur l'apport du secteur de l'innovation et de la start-up. Bon, aujourd'hui, nous l'avons introduit sous le thème du secteur des services, mais demain, nous allons parler plus justement du secteur des start-up. Et bon, voilà, donc je vous donne rendez-vous dans 3 mois. Donc, gardez le courage, restez résilients, soyons innovants et puis bon, au mois de juin. Au revoir. Au revoir à tous et merci. Merci à tous. Au revoir.